Salut. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau projet que vous n'avez peut-être jamais fait auparavant, mais tant mieux parce que comme ça moi vous allez pouvoir améliorer vos compétences en programmation et aussi un petit peu en intelligence artificielle, parce que aujourd'hui en fait on va faire un environnement en fait entièrement en Python à l'aide d'un petit module qui s'appelle Pygame. Si vous l'avez jamais utilisé, il n'y a pas de souci, c'est super simple à utiliser et je vous expliquerai rapidement en fait les 2-3 lignes en fait de code qu'on va utiliser en Pygame. Et on va du coup faire un environnement, et dans cet environnement, on pourrait ensuite l'utiliser pour faire pratiquement n'importe quel en fait essai de reinforcement learning. Mais aujourd'hui, pour vous simplifier un petit peu tout, on va utiliser le Q-learning. On va faire je vais faire une démonstration avec le Q-learning. Donc le Q-learning en fait, ça va être notre agent, notre IA qu'on va implémenter facilement dans notre environnement. Et cet agent du coup ou cette IA apprendra du coup à faire ce jeu. Alors ce jeu, c'est un jeu en fait qui est le jeu du blob. Faut savoir aussi d'ailleurs que ce petit projet est inspiré en fait d'une chaîne, d'une série de vidéos qui vient d'une chaîne YouTube américaine qui s'appelle américaine ou canadienne, je sais plus, enfin bref, un anglophone qui s'appelle Sandex. Donc il avait fait un petit tutoriel en fait où il utilisait l'environnement blob, et je me suis dit je vais essayer d'importer ça du coup en France. Je sais pas trop si ça avait déjà été fait sur YouTube, je crois pas à ma connaissance, et du coup je vais vous montrer comment faire un petit jeu pour pouvoir s'amuser en programmation de façon assez ludique, mais en apprenant quand même des choses, parce que en fait derrière un jeu il y a plein de manipulations, tout ça à faire en informatique et plus particulièrement en programmation. Et on va aussi du coup mettre un petit peu d'IA parce que moi j'aime bien ce domaine, et ça reste toujours intéressant sur les compétences aussi, et pour s'entraîner de faire des projets plutôt intéressants. Voilà. Après évidemment vous pourrez du coup faire comme moi j'ai fait en regardant le tutoriel de Sandex, et en fait ce que vous allez faire avec cette vidéo c'est que vous pourrez ensuite modifier. Moi là honnêtement le seul truc qui revient c'est le blob en fait, sinon là pratiquement tout le reste en fait a été modifié, enfin je l'ai modifié à part quelques petits trucs. Donc voilà, ça va devenir du coup vous pourrez vous approprier en fait ce projet. Donc comme vous pouvez voir en fait j'ai déjà fait le code parce que voilà, je vous cache pas, j'ai un peu la flemme de recoder en fait, de tout réécrire ça avec vous. Puis là au moins je sais que le code il est opérationnel, donc si je fais des fautes au moins vous aurez pas des petits garbage dans votre code. Donc ce sera pas mal. Du coup, je vais expliquer rapidement le principe du blob. Donc le blob, c'est un jeu. Donc le blob, voilà, rapidement. Donc voici ce qu'on va faire. Alors ça c'est la gomme, super, on commence par un petit fail, bravo. Donc là voilà, on imagine on a notre plateforme, enfin notre surface, notre jeu, notre fenêtre, voilà, j'avais pas trouvé, notre fenêtre, et ce qu'on fait c'est qu'on a un blob du coup, vous voyez, qui est un carré. Alors j'ai mis une petite queue là, c'est pas vraiment ce que je voulais, putain, c'est encore mieux ça. Donc on va enlever ça. Non, qu'est-ce que c'était ce truc? Je ne sais pas. Ah oui, c'est surligné. Bon, on va recommencer. Voilà, un petit fail. Donc, on a notre environnement, ok? Donc, on a notre blob. J'aurais dû peut-être le mettre d'une certaine couleur. Je sais pas si on peut changer les couleurs. Pen, P, oui, ouais, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc ok, donc ça c'est notre blob, ok, donc c'est un carré. Évidemment ce carré il peut se déplacer, ok, il peut se déplacer où il veut, notre personnage, notre player, et en fait son but c'est d'aller c'est d'aller en fait là où il y a le blob food en fait. Donc c'est-à-dire c'est son objectif quoi, c'est son goal, c'est voilà, c'est ce qu'il veut, c'est ses destinations finales. Donc c'est de se déplacer pour aller du coup réussir à trouver la nourriture, ok. Et ce qu'il faut qu'il évite par contre c'est l'ennemi. L'ennemi, ça c'est à éviter de toute urgence quoi, oui, c'est pas bon. Donc il doit du coup aller trouver la nourriture qui est mise aléatoirement tout en évitant l'ennemi. Voilà. Donc du coup vous pouvez voir qu'on a un bon truc en fait pour faire du reinforcement learning, parce que notre player en fait a un but. Et on lui donne un but, c'est d'aller du coup chercher la bouffe, et il faut qu'il évite un ennemi. Et s'il bouge pas, il aura pas de bonne récompense, et s'il rencontre l'ennemi, il aura de très très mauvaises récompenses quoi. Voilà, donc ça pose déjà un petit peu les bases en fait de cet environnement. L'ennemi ensuite, alors là je crois que dans mon code je l'ai pas mis animé, vous pouvez le faire après évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs aussi si vous voulez. Là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire spawner aléatoirement en fait le joueur, l'ennemi et la bouffe. Voilà, on va faire ça spawner aléatoirement, et du coup il faudra qu'il se déplace. À chaque déplacement, de mémoire, mais au pire je me corrigerai après par la suite, on va lui enlever une petite
un petit reward. En fait, on va lui donner un petit reward négatif parce que s'il bouge pas, bah en fait, bah au final il se dit bon, mais voilà, c'est bon, je gagne pas de récompense, mais je perds pas non plus. Donc du coup, bah il bougerait pas en fait. Et s'il est en contact avec l'ennemi, là par contre, il va prendre un reward de moins 300, moins 400, vous voyez. Alors que s'il touche la bouffe, il va prendre moins 200, plus 200 pardon. Et du coup, bah faut qu'il trouve du coup le chemin le plus optimisé. C'est aussi ça l'intérêt, que à chaque fois qu'il fait un coup, il a un petit malus. Comme ça, moi, ça va l'obliger à trouver le plus rapidement possible la voie en fait. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner, et on va du coup utiliser le Q-Learning. Le Q-Learning, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un petit algorithme du coup qui prend en compte en fait les récompenses futures, donc c'est pas mal du coup pour avoir en fait un agent qui trouve en fait la solution la plus optimale sur du long terme, vous voyez, qui cherche pas juste sur le court terme, ce qui est une bonne chose là, notamment dans ce cas ici, parce que bah, sur le court terme en fait ce serait juste de pas bouger, ce qui serait pas du coup forcément un bon truc, et s'il bouge en fait il va perdre -1, mais si il prend -1, il va se dire bah ok, autant ne pas bouger, sauf qu'en fait, s'il imagine sur du long terme, bah du coup, il va se rendre compte qu'en fait, ça peut être un bon investissement, en fait, de faire cet avancement, de faire ce petit move. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va fonctionner du coup. Donc alors du coup je vais revenir sur Atom, comment ça fonctionne ce truc. Oula, il n'y a plus rien, c'est pas grave, tout est géré, tout est sous contrôle. Bac plus 2 les gars, bac plus 2 école ingé, donc non, ça on sait gérer. Je fais pas trop faire le malin parce que bon, on sait jamais. Donc alors du coup j'ai fait plusieurs fichiers parce que moi j'aime bien avoir un code, avoir du coup plusieurs fichiers pour avoir en fait un projet qui est assez épuré. Donc là, on a du coup l'environnement qui va grosso modo être en fait juste une classe. J'ai appelé ça environnement, mais au final j'ai juste fait une classe. Parce qu'en fait l'environnement va être rendu par Pygame. Et comme je dis, si vous avez jamais utilisé Pygame, il n'y a pas de souci, ça prend juste quelques lignes. Et Pygame, ça c'est facile. On utilisera aussi NumPy. NumPy, c'est une librairie qui est pas mal utilisée dans le monde de la data science. Donc comme ça, moi, ça prendra un petit peu aussi NumPy. Et c'est pas mal aussi pour tout ce qui est algèbre linéaire, tout ça. Ensuite, du coup, on a un fichier Q-Learning. Un Q-Learning, c'est ça, je peux l'enlever, j'ai fini, voilà. Q-Learning, du coup, c'est juste voilà, c'est le truc où il y a le Q-Learning. Il y a aussi d'autres trucs qu'on va voir après par la suite. Et Render Environment, donc c'est là où en fait on rend l'environnement. Ok, donc on va commencer du coup par le premier fichier. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre tout dans le même endroit, tout dans le même script, il n'y a pas de souci, ça va être un script un peu gros, mais vous pouvez splitter un peu comme moi j'ai fait, comme ça moi ça vous évite d'avoir des scripts trop gros. Je trouve ça pas mal, ça permet d'avoir un code beaucoup plus clair, comme ça moi vous y retrouvez plus facilement, ça fait un peu plus pro aussi, donc franchement vous en sortirez mieux quand vous aurez avec plusieurs scripts comme ça, et pas de souci, hein, je vous expliquerai comment faire pour appeler les fonctions, les classes ou autres objets comme les variables dans un fichier qui sont stockés en fait dans un autre fichier, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va faire une classe, donc notre classe va être la classe blob. La classe blob en fait ça va être du coup comme je l'ai dit, oui c'est vrai, il faut que je remette du coup Firefox, hop, voilà. Donc la classe blob, ça va être en fait chacun des trucs, c'est en fait chaque la bouffe, l'ennemi, non c'est la bouffe, l'ennemi ou le player, ce sont chacun un blob, voilà. Donc ils vont avoir voilà des trucs en commun, il y a des choses qui vont différer évidemment. Voilà, donc on va du coup faire une classe en fait pour chaque truc, une classe unique, et à chaque fois on va instancier et on va mettre du coup les petits paramètres différents. Voilà, donc tout d'abord on a notre constructeur, bon, voilà, pour pouvoir avoir du coup des paramètres, et ensuite du coup on a nos attributs. Donc alors quand on regarde dans init, on va pouvoir du coup mettre en paramètre une color, donc une couleur quoi. Donc là ce sera couleur RGB, donc c'est-à-dire un tuple avec 3 valeurs qui vont de 0 à 255. Ensuite on a la size. La size en fait ce sera déterminé, vous pouvez la déterminer vous-même. Moi je la déterminerai en fonction de la taille en fait de la fenêtre, voilà. Step en gros c'est le pas qui va pouvoir faire notre joueur. Alors ouais, du coup pour le food et pour l'ennemi c'est pas super utile parce qu'il bouge pas, mais du coup si vous voulez les animer, bah ce sera pas mal. Après voilà, j'aurais dû peut-être faire une autre classe où je faisais par exemple un héritage ou un truc comme ça, et du coup j'avais plusieurs classes, et chaque classe en fait correspondait à une classe au blob, blob player, l'autre food, l'autre ennemi, mais bon voilà. Lens, c'est la longueur en fait, la taille de notre blob, donc de notre player, food et ennemi. Donc ce sera des rectangles, et du coup bah on donne une taille, voilà. Ce sera des rectangles, même plutôt des carrés, parce que comme on peut le voir ici, je détaille pas trop, mais peut-être que ceux qui ont vu cette ligne ils vont voir, oui c'est bien des carrés. Ok, donc du coup j'ai d'abord size x, donc la taille, la position, attendez que je me trompe pas, qu'est-ce qu'on a, ok, donc ça c'est la taille, ouais c'est la taille.
ok, taille X en fait, ok, taille Y, couleur, voilà, le pas, la longueur. Ok, donc ensuite on a la position qui est déterminée par self.x, self.x et self.y. Donc ça c'est la position en X et ça c'est la position en Y. Et je la récupère aléatoirement entre 0 et self.sizex. Sizex en fait c'est la taille, la largeur en fait de notre fenêtre. Si elle fait 500 par exemple, bah du coup on va avoir un nombre qui sera généré, un integer, un entier. Rand-int c'est rand integer, random integer, entier random, entier au hasard. Ça va générer un entier entre 0 et 500. Je crois que j'avais dit 500, je crois, la taille de fenêtre, voilà. Entre 0 et 500. Y sera pareil, si ça fait 500 évidemment. Évidemment, vous pouvez avoir une fenêtre qui est carrée, donc là, à la limite, si vous voulez, vous pouvez mettre la même chose. Moi, par contre, j'ai décidé, même si c'est toujours la même valeur, je prends comme un tuple, vous voyez, size 0 et size 1, ou une liste, hein, vous pouvez prendre une liste, mais moi j'ai pris un tuple, c'est ce que j'ai fait dans render environment, render env. Donc voilà, après, si vous voulez avoir toujours une fenêtre carrée, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je prends en compte que peut-être en fait que des fois on a envie que ce soit rectangulaire la fenêtre, voilà, savoir. Et ensuite du coup, on crée en fait un rectangle. Donc ce rectangle, ça va être du coup un objet en Pygame où on va pouvoir faire des manipulations avec. En fait, ça va représenter du coup, ça va représenter notre un des trois personnages qu'on a, donc soit le joueur, soit l'ennemi, soit la nourriture. Et ça sera utile notamment, par exemple, si on a des collisions, des trucs comme ça, ou si on veut afficher à l'écran en fait notre ennemi, on utilisera en fait les propriétés qui ont été conservées dans pygame.rect. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, on a deux petites méthodes qui sont un peu particulières, un peu surprenantes au début. Donc def str self. C'est important de respecter cette orthographe-là, et pour celle-là aussi, parce qu'en fait, ce sont, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais en gros, ce sont des méthodes en fait qui sont connues par le langage Python. En fait, tiré du bas là, c'est en fait pour faire une représentation de notre classe. Et le sub, en fait, c'est pour faire une soustraction de classe. Donc en fait, vous pouvez, en Python, vous avez un opérateur qui permet de soustraire deux valeurs, deux classes, ou deux instantations de classe. Vous allez me dire, c'est pas un peu bizarre? Oui, mais en fait, c'est parce que on représente du coup, entre guillemets, ces classes pour la soustraction par deux valeurs. Là, on a self.x et self.y qui sont du coup des valeurs, et c'est représenté par une f-string. Et du coup, on va pouvoir faire des soustractions. Et on va pouvoir faire des soustractions entre le self.x, self.y avec le self.x et le self.y d'une autre classe, la classe other. On ne passera pas en paramètre une classe. En fait, ça qui va être un peu magique, c'est que du coup, quand on va instancier deux classes, vous voyez, imaginons par exemple on a notre classe player, vous voyez, on va pouvoir faire player minus food. En fait, ça nous servira pour plus tard, ça nous servira pour avoir l'état en fait de l'environnement auquel on est. Vous voyez, et donc du coup, ça va nous permettre en fait de soustraire self.x, donc le x de player moins le x de food. Et ensuite, ça va faire aussi le y de player moins le y de food. Les attributs. Ces attributs-ci, vous voyez, pensez-y. Et c'est ça qui va être un peu magique, en fait, c'est que du coup, on n'aura pas à faire player.food minus moins food.x.x, et on n'aura pas à faire pareil mais avec y, vous voyez, player.y moins food moins y. Vous voyez, on n'aura pas du coup à faire ça, parce que c'est grâce à ces deux méthodes en fait qui vont représenter en fait, qui vont donner une représentation, si on peut dire ça comme ça, à nos classes. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Ensuite là du coup on a une méthode qui s'appelle collide, et là pour le coup le paramètre other va être important. J'aurais peut-être dû le nommer un peu différemment, mais là pour le coup quand on va appeler collide, on va appeler collide déjà, contrairement à celle-là où on n'aura pas à les appeler en fait. Collide du coup quand on va l'appeler, cette méthode, ça va être du coup pour voir si un rectangle est en collision avec un autre rectangle Pygame. Donc du coup ça sera utile pour voir en fait si notre player a touché l'ennemi ou a touché le food. Vous voyez, donc ça sera bien. Donc s'il touche le foot, on peut mettre une récompense positive. S'il touche l'ennemi, on pourra mettre une récompense négative. Voilà, c'est ça du coup l'intérêt.
C'est ça l'intérêt aussi du coup à nouveau de passer par en créant un objet rect de PyGame, c'est que ça permet du coup de faire plein de manipulations et c'est pas juste voilà pour en faire un, non, c'est parce que ça a un intérêt. Ok, donc ça ensuite c'est pour avoir des infos, ça ce sera pas forcément utile en fait parce qu'on a déjà ça. Vous voyez, donc ça honnêtement c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, normalement vous en aurez pas besoin, il me semble. On travaillera surtout avec ça. Donc il y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode action. Donc en fait ça va déterminer les mouvements que va faire le personnage en fait. Vous voyez, donc en paramètre du coup on a le choice, donc le choix. En fait il y aura 4 choix pardon. Donc en fait ça va être les actions. Vous voyez, ça va être les actions possibles que va pouvoir faire notre ennemi. Donc, on va peut-être pas regarder tout de suite parce que comme on peut le voir à chaque fois, on appelle une méthode qui est ici, qui est move. Donc move, en fait, on va d'abord la répondre rapidement. C'est que move, en fait, on va dire du coup quel déplacement on veut faire. Donc, on peut par exemple, donc ça c'est optionnel, je l'ai mis, mais vous pouvez ne pas le mettre. Enfin quoi que si mettez-le parce que j'en reparlerai peut-être après dans le Q-learning. Donc si x est nul, enfin est false plutôt, bah not false ça veut dire true, donc du coup on va faire déplacer aléatoirement, vous voyez, en x, et pareil en y, si y est false. Sinon, si x a une valeur, bah du coup on va ajouter à notre position en fait la valeur qu'on a mise ici en paramètre. Pareil pour le y. Ensuite on a du coup aussi un check borders, donc c'est pour en fait vérifier que on ne dépasse pas les bords, vous voyez, parce que si on ajoute de plus en plus en fait de valeurs, ben après ça risque de se retrouver en dehors du cadre. Donc c'est à ça que ça sert ici. C'est pour permettre du coup de vérifier que voilà. Donc si n'oubliez pas une fenêtre PyGame. Je le rappelle, une fenêtre PyGame, ça fonctionne pareil avec un repère orthonormé, vous voyez, XY, hop, et il est comme ça le repère. Donc c'est-à-dire que là c'est X, vous voyez, et là c'est Y. Donc ça veut dire que tout en haut c'est 0, 0, les coordonnées, et ici c'est en X la taille en fait de notre fenêtre, on va l'appeler S, vous voyez, S 0, et ici du coup c'est 0 et c'est la taille de notre fenêtre, on va appeler ça S2 si c'est différent de S, voyez, comme ceci. Et donc du coup si X, attendez on va revenir du coup hop comme ceci, si X est plus petit que 0, vous voyez, donc ça veut dire que c'est beaucoup trop à gauche, donc ce sera hors du cadre, donc du coup on remet la position à 0. Voilà. Ensuite, si Y est inférieur à 0, donc si notre position Y est inférieure à 0, ça veut dire que là à nouveau ce sera hors du cadre, donc du coup on remet à 0. Si c'est plus grand que X, du coup là on va rechanger la position. Alors là je mets self.sizeX moins self.length, simplement parce qu'en fait on aura du coup un rectangle. Et les coordonnées en fait où elles sont prises depuis le rectangle, parce que vous voyez, donc on pourrait se dire en fait ça correspond à quelles coordonnées, vu que c'est un rectangle, vous voyez c'est pas un point. C'est un rectangle. En fait, les coordonnées, elles sont prises en haut à gauche en fait de notre rectangle. Vous voyez. Donc si on est en 50-50, en fait c'est le point tout en haut dans la diagonale en haut à gauche, enfin dans le coin au gauche qui a en fait la valeur 50-50. Vous voyez, c'est pas le milieu ou c'est pas ici, non, c'est ici. Et donc du coup, si on est, donc comme j'ai dit là, on est si notre position X est plus grande que le cadre en X, vous voyez, donc si c'est ici, du coup faut remettre à ici. Le truc c'est que si on remet notre carré ici, vous voyez, comme le point en fait de coordonnées, il est pris en haut dans le coin au gauche. Du coup on va pas voir en fait notre fenêtre sera, enfin notre carré pardon sera ici, vous voyez. Vu qu'on a dit tes coordonnées maintenant c'est la taille, c'est 500 par exemple, admettons la taille de la fenêtre c'est 500, le point de coordonnées ok il va être en 500, du coup on verra pas. Donc du coup pour pouvoir voir notre carré en entier, faut qu'on soustrait en fait aux coordonnées x qu'on va lui donner, faut qu'on soustrait du coup sa taille. S'il fait 50, on va faire 500 moins 50, du coup ça va faire 450, et du coup il va se retrouver ici, vous voyez, comme ceci.
Voilà, donc c'est du coup une petite subtilité, faut bien faire attention pour qu'on puisse le voir en entier. Le raisonnement est le même du coup pour Y, voilà. Ensuite du coup j'étais parti un peu plus loin. Donc ensuite du coup une fois qu'on a appliqué, voilà, on a changé un petit peu les valeurs de X et de Y. Du coup les valeurs de notre rectangle X et Y changent de valeur aussi. On leur donne les nouvelles valeurs. Parce que comme j'ai dit, voilà, ces rectangles X et les rectangles vont nous servir pour quoique rect, que je me trompe pas. Ouais, non, normalement on peut dire que c'est des rectangles. Donc voilà, on leur donne des nouvelles valeurs, comme ça au moins si après comme ça au moment quand on vérifie s'il n'y a pas une collision, ben on a bien les nouvelles coordonnées, et quand on veut quand on veut afficher du coup nos personnages, ben on a du coup les bonnes coordonnées qui sont à jour. Ok. Donc ça c'est super. Donc du coup vous voyez qu'avec move, ben en fait on rentre des coordonnées, on rentre des valeurs et ça modifie les coordonnées. Et ça vérifie que ça déborde pas du cadre grâce à check borders. Et du coup on revient à action. Donc du coup selon le choix en fait, vous voyez, donc si on a le choix 0, vous voyez qu'en fait on va se déplacer que je me trompe pas, donc on va se déplacer en X, pas en Y. En Y on met 0, donc voilà. Self.step, moi ce sera toujours positif, donc du coup si ça vaut par exemple, je sais pas, on va dire 50, du coup on va enlever 50 aux coordonnées. Donc du coup admettons, vous voyez mon curseur, admettons c'est le personnage, du coup il va partir plutôt vers la gauche. Vous voyez, parce que n'oubliez pas, le repère en retournant il part en haut à gauche et les valeurs augmentent au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Voilà. Si on fait choice 1, donc choice 1, vous pouvez voir qu'en fait pour le coup là on va aller plus à droite, on va pas bouger en Y, toujours pas. Et là après du coup ça va être un peu pareil, sauf que là du coup on est en Y. Donc si on prend le deuxième choice, du coup vous voyez qu'on va remonter, on va pas bouger en X, on va remonter par contre, vous voyez. Et si on prend le choice 3, vous voyez qu'on va descendre. Ok. Vous pouvez voir aussi du coup que les déplacements en fait à chaque fois ce sera toujours le même pas. Oui, je change pas le pas selon si on augmente, si on va à droite, à gauche, en haut, en bas. Et du coup vous voyez les 4 actions que peut faire notre personnage, c'est en haut, c'est aller en haut, à droite, à gauche ou en bas. Vous pouvez en personnaliser bien sûr. Syndex lui par contre il avait fait différemment, je m'en souviens, il avait fait en diagonale. Vous voyez, donc il avait un petit peu joué là-dessus, donc il l'ajoutait par exemple en X et en Y. Donc du coup, ça faisait augmenter. Voilà, ça faisait aller en diagonale. Moi, j'ai préféré faire comme ça. C'est à vous de voir, après, c'est à vous de personnaliser. Vous pouvez mettre, bien évidemment, plein d'autres actions. Ok, et ensuite, du coup, on finit avec Draw. Donc Draw, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en fait, pour rendre, en fait, notre personnage sur notre fenêtre window. Donc on va mettre la couleur, et self.rect en fait c'est pour dire en fait l'objet qu'on va rendre en fait sur notre fenêtre. Voilà, voilou. Donc on va afficher en fait un rectangle et on envoie en fait les propriétés d'un rectangle. Comme ça, moi, Pygame en fait il s'y retrouve facilement. Il dit ok, il faut qu'on affiche un rectangle. L'objet qu'on me donne c'est un rectangle. Ok, donc je connais les propriétés, je connais les positions, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous, on a besoin de s'occuper de rien. On a juste à dire sur quelle fenêtre on affiche ça et quelle couleur on utilise. Donc faut pas confondre du coup .draw, .rect et juste .rect avec un R majuscule. Là, ça va être vraiment un objet avec des propriétés. Là, ça va être pour afficher sur une fenêtre. Voilà, c'est juste ça. Ok, du coup, on a du coup maintenant notre blob, donc on a du coup notre classe qui va nous servir pour les personnages. Alors là, on a pas mal de choses. Ok, on a pas mal de choses. Vous voyez, il y a episodes, move penalty, enemy penalty, food reward, EPS decay, reduce. Il y a plein de choses. C'est le gros bordel. Non. On se calme. Alors, on a beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des variables en fait qui vont nous servir principalement en fait pour notre Q-learning. Donc épisode, penalty, c'est move penalty, c'est à chaque fois qu'il va se déplacer, on va lui mettre voilà un penalty, un malus. J'ai pas mis de valeur négative, donc du coup on fera juste moins. Faudra penser à mettre moins. Mais vous pouvez mettre si vous voulez directement les valeurs négatives. Faut juste pas se tromper ensuite par la suite. Ok, donc enemy penalty, vous voyez, c'est le malus en fait qu'il prend s'il rencontre l'ennemi. Food reward, c'est la récompense qu'il prend quand il rencontre la bouffe. Voilà, epsilon, du coup, en fait, c'est un petit paramètre qui nous permet de savoir si on va permettre à notre agent d'exploiter ou d'explorer. Vous vous souvenez, en Q-learning, en fait, on a une Q-table. La Q-table, en fait, elle stocke plein d'informations. Elle va nous dire, selon l'état auquel on est, quelle est la meilleure action à prendre, celle qui donne le plus de récompenses. Parce que on aura du coup testé plein de trucs et on aura stocké toutes ces informations qu'on a fait en testant. Vous
voyez, donc c'est avec notre expérience on apprend des choses. Mais au début, évidemment, on n'aura pas beaucoup d'expérience, du coup, on ne saura pas vraiment quelles actions sont optimales. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va surtout beaucoup explorer. Et ça va servir à ça, du coup, l'Epsilon. C'est qu'au début, on va dire beaucoup à notre agent explore. Donc, tu testes aléatoirement. Voilà, tu testes aléatoirement. Tu prends cette action, tu la testes. Est-ce que ça te donne une bonne récompense ou pas? Voilà. Et après, au fur et à mesure, on va diminuer, du coup, cette exploration et utiliser de plus en plus l'exploitation. Évidemment, il faut réussir à trouver une balance, du coup, pour pas exploiter pendant trop longtemps. Enfin, ou plutôt pour pas ne pas, plutôt pour éviter d'explorer pendant trop longtemps. Et du coup ne pas exploiter, et parce que ça pourrait nous poser problème, parce qu'en fait on testerait plein de choses à blanc en fait. Il faut pas non plus qu'on se mette à exploiter beaucoup trop rapidement, parce que on risque de manquer d'expérience et d'information, de data. Voilà. Donc du coup c'est à ça que ça sert le EPS-Decay. Donc EPS c'est Epsilon, c'est le paramètre en fait d'exploitation exploration, et le decay en fait c'est c'est une petite variable en fait qui va faire diminuer la valeur du Epsilon. Et decay reduc, je sais plus trop ce que c'est, c'est je crois à nouveau pour en fait faire réduire notre Epsilon. Bon, au pire, ça c'est pas super important, vous le réduisez en fait de la valeur que vous voulez, le tout c'est que ça se réduise pas trop vite. Voilà. Alors du coup là, on a du binning. Binning, qu'est-ce que c'est? Alors le binning, en fait le problème qu'on a, c'est que on a un environnement, vous voyez, mais l'environnement, il est grand. Il est très grand. On va avoir beaucoup de valeurs, vous voyez. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va notre QLearning, ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner un état en fait dans lequel on est. Et l'état, c'est juste on va soustraire en fait la distance entre le player et la nourriture, et la distance entre le player et l'ennemi. Voilà, ça va être ça notre état. Le problème, c'est que vous voyez que sur une fenêtre, vous voyez, où je sais pas, qui fait 600 par 600, vous voyez qu'on a énormément de valeurs en fait. Et selon les états, tous les états possibles, il va y en avoir beaucoup. Donc pour cela, pour éviter que ça prenne trop de place, on va utiliser ce qu'on appelle du binning. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des petits bacs, en fait, et selon les valeurs, on va mettre telle valeur dans tel bac. Voilà, ça va permettre du coup de discrétiser un peu plus en fait notre environnement, pour éviter d'avoir beaucoup trop d'informations et qu'on s'y retrouve plus. Donc du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va faire tout d'abord des listes où en fait il va y avoir un certain nombre de valeurs qui vont être prises entre moins size 0 et size 0, enfin entre la première valeur de size et entre la valeur négative de size, entre la première valeur négative de size et la première valeur de size. Vous voyez, donc si c'est moins 600 par exemple, si c'est 600, ça va prendre des valeurs entre moins 600 et 600. Et num samples, en fait, ça indique combien, en fait, d'éléments on veut dans notre liste. Vous voyez, donc si on en veut 40, on aura du coup une liste où on aura du coup 40 valeurs qui prendront des valeurs entre moins 600 et 600. Pourquoi moins 600 et 600? Tout simplement parce qu'en fait, des fois, quand on va soustraire, vous voyez, la distance entre player et food, ou player et ennemi, du coup des fois ça va être négatif. Vous voyez, donc du coup ça il faut le prendre en compte, et pour être sûr qu'on soit vraiment sur pour être sûr que voilà on sache que nos bacs en fait ils vont pouvoir prendre n'importe quelle valeur, on prend la valeur, l'opposé de la valeur de notre fenêtre, et on va jusqu'à la taille de notre fenêtre. Donc si c'est 600, on va de moins 600 à 600, parce que la plus petite valeur qu'on peut avoir, c'est moins 600. Vous voyez, et admettons notre player est à 0, est aux coordonnées 0, 0, et que notre food est aux coordonnées 600, 600. 0 moins 600, ça fait moins 600, et 0 moins 600, ça fait moins 600 à nouveau. Vous voyez, et donc du coup, et si c'est l'inverse, du coup 600 moins 0 ça fait 600, et 600 moins 0 ça fait 0. Donc du coup, on voit que on a toutes les valeurs qui sont contenues dedans. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire un get discrete state, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'état. Donc comme j'ai dit, c'est la différence en fait entre la position de joueur et de la bouffe, et la position du joueur et de l'ennemi. Donc pour être sûr que vous comprenez bien, on a player minus food, donc player moins food, et player moins ennemi. Vous voyez, ce sera ça. Oui, comme ceci. Donc là, ce sera, du coup, comme j'ai dit, grâce à la représentation ici, ça va être self.x moins l'autre x, vous voyez, enfin l'autre objet qui est, enfin l'autre instantiation, et ensuite self y moins y. Donc du coup, on aura un premier tuple et un deuxième tuple. Donc on aura un tuple qui contient deux tuples. Voilà. Donc du coup, on discrétise tout ça. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la valeur que je vous avais montrée ici. Vous voyez, comme ceci. On va récupérer cette valeur.
voyez, et on va la discrétiser, donc c'est-à-dire qu'en fait on va dire à quel compartiment elle appartient. Donc les compartiments en fait ils ont été créés grâce à ceux-ci, qui sont certes des listes en fait qui contiennent juste certaines valeurs qui sont comprises entre les deux valeurs là qu'on a mises ici, mais en fait du coup ces valeurs, chaque valeur va représenter en quelque sorte un bac, et selon la valeur qu'on a en fait on va dire ok bah, cette valeur là on va la mettre dans tel bac. Ça c'est en fait c'est juste une petite opération mathématique, c'est-à-dire je sais pas, j'invente un peu n'importe quoi, mais admettons, on a 10 valeurs dans notre liste. On a genre, je sais pas, par exemple, admettons 1, 2, 3, allez, 4, voilà, disons comme ça. On a par exemple une valeur qui est 2,5. On va dire, bon bah ok, les bacs en fait prennent des valeurs qui sont, je sais pas, par exemple, on va inventer. On va dire qu'en fait, les valeurs vont dans le bac si une valeur va dans tel bac si sa valeur vaut la valeur représentative du bac plus ou moins 5. Ok, bon, c'est peut-être pas super bien, mais en gros, c'est-à-dire que ici, on va prendre des valeurs qui sont entre 0,5 et 1,5. Ici, 1,5 et 2,5. Bon, il y aura du coup du strictement ou supérieur ou inférieur égal par moment. Oui, donc là on a 2,5, donc comme j'ai dit, chaque bac on va prendre des valeurs qui sont égales à la valeur représentative avec un intervalle de plus ou moins 5. Donc là on va par exemple mettre la valeur ici dans ce bac là. On va lui dire bon voilà en fait on va la mettre dans ce bac là, donc du coup ça va prendre cette valeur en fait grâce à la discrétisation, grâce au binning en gros. Et pareil si on avait eu je sais pas 4,5, bah du coup on dirait on va la mettre dans ce bac là, donc du coup ça va prendre en fait la valeur 4. Et du coup, on va avoir un peu plus on va du coup discrétiser en fait nos valeurs. Parce que vous voyez, si on avait 4,6, 4,3, 4,2, on aurait une infinité de valeurs. Et du coup, bah là, on dit, ok, ça appartient à ce bac-là. Donc du coup, notre 4,6 va devenir 4. Tout simplement. Et donc, du coup, c'est comme ça que on va éviter d'avoir beaucoup trop de valeurs. Donc, ça casse un petit peu du coup les valeurs, c'est vrai. Mais la technique, en fait, fonctionne généralement plutôt bien. Voilà, ça fonctionnera pas à tous les coups, mais c'est une méthode quand vous avez beaucoup trop de valeurs. Du coup, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bah évidemment, j'ai d'autres choses à vous dire. Bah maintenant, on va créer la Qtable. Donc la Qtable, elle va être faite en fonction en fait du nombre en fait de bacs qu'on va avoir. Vous voyez, comme ça, moi, ça nous permettra d'être sûr qu'en fait, pour chaque valeur qui va être discrétisée, on sera sûr en fait que le tuple qui sera renvoyé correspondra du coup à un des tuples qui est stocké là-dedans, qui est stocké en fait dans notre Qtable qui sera un dictionnaire. Donc du coup bah voilà, comme j'ai dit, en fait on va voir comme j'ai dit le tuple player minus foot tout ça. Mais comme j'ai dit player, bah en fait minus foot ça va être self.x, player.x moins foot.x et player.y moins foot.y. Donc du coup, le tuple que ça va faire, c'est que ça va nous donner du coup x1, y1. Voilà, je vous donne ça un peu arbitraire hein, les valeurs que je vous donne. Donc ça va être un tuple, premier tuple, oui, et deuxième tuple, x2, y2. Voilà, et c'est du coup ce qu'on retrouve ici. On a du coup notre clé en fait qui sont des tuples, qui est un tuple en fait qui contient deux tuples, et à chaque tuple ici qui va être en fait la représentation d'un état. Voilà, donc nos états on va les obtenir comme ceci avec notre dans notre jeu ici on va les obtenir comme ça en fait nos états. Donc c'est-à-dire nos états c'est ou notre observation en fait de notre environnement c'est on pourrait dire en fait à quoi ressemble notre environnement, où il en est en fait, donc ouais dans quel état il est quoi actuellement. Voilà, et du coup on va mettre ensuite une liste en fait qui va avoir 4 valeurs qui vont être générées aléatoirement, c'est-à-dire qu'en fait ce sera là où on va stocker du coup les rewards selon les actions qu'on fait. Et du coup, ça nous permettra qu'au fur et à mesure qu'on va exploiter, on va stocker du coup toutes ces informations. Et après, quand on va explorer, on va stocker toutes ces informations. Et quand on va exploiter, on va dire bon, ok, je suis à l'état x1, y1, x2, y2. Voilà, je suis à tel état. Quelle est l'action qui me rapporte le plus ? Ben, on prendra dans cette liste l'endroit en fait où il y aura la plus grande reward. Donc, par exemple, disons que voilà, notre état là, on a 1 en récompense, ici 3, ici 5 et ici 6, vous voyez, bah, on va dire ok c'est lui, donc c'est l'action en fait qui est à l'index 4, et en gros pour simplifier en fait on va dire l'index 3 pardon, l'action qui est à l'index 3 bah, c'est l'action 3,
voyez. L'index 0 va représenter l'action 0, ou la première action, l'action 0, la deuxième action, troisième action, quatrième action. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai mis du coup 0, 1, 2, 3, 4 ici. Non, 0, 1, 2, 3, pardon. C'est qu'en fait, cette valeur, ce choice va nous être envoyé en fait par l'index en fait qui a la plus grande valeur ici. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Du coup, bah voilà, maintenant on stocke aléatoirement. Ensuite, aléatoirement, on a un random avec une formalisation. Bon, bref, on s'en fout, c'est juste un petit détail ça. Ensuite, on a le plot. Donc ça, c'est pour quand on aura fini en fait notre Q-learning, quand il aura fait tous les épisodes, en fait, toutes les simulations, on va pouvoir en fait afficher l'évolution des rewards en fonction des épisodes. Voilà, donc ça c'est du matplotlib assez simple, vous voyez. Là on va afficher en fait toutes les valeurs qui seront contenues dans une liste qui est en rentrant par paramètre, donc moving average. Donc ce sera en fait une liste qui va contenir plein de moyennes en fait de récompenses, donc faites sur un certain nombre d'épisodes, la moyenne faite sur un certain nombre d'épisodes. Vous voyez, en Y on va mettre le reward et en X on va mettre l'épisode. Donc voilà, en Y on aura les rewards et en X les épisodes, je crois que j'ai inversé. Donc les rewards en fonction des épisodes. Voilà, donc maintenant du coup on arrive à la plus grosse partie qui est du coup le Q-learning. Du coup là on a un petit truc, c'est juste si en fait on a déjà lancé le Q-learning, je return, ce sera juste pour après en fait, c'est un petit détail, c'est pas important. Ouais, donc du coup en fait j'avais mis plein de trucs ici mais ça sert à rien, ça sert à rien de les laisser, j'ai oublié de les enlever, my bad. Donc en fait c'est juste, j'ai préféré les mettre ici parce que comme je vais appeler la fonction ici, vous voyez, du coup les variables il va pas y avoir accès, donc mieux vaut les mettre en fait dans la fonction. Après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez les mettre en paramètres ici, comme ça au moins vous pouvez vraiment beaucoup plus bidouiller, et dès que vous créez des variables, vous voyez, ensuite vous les mettez en paramètres dans votre fichier ici, et vous serez plus tranquille, parce que là sinon il faut revenir dans la fonction et tout modifier. Bon après c'est à vous de voir. Ok, donc là du coup on a epsilon episode rewards, donc c'est là où en fait on va stocker toutes les rewards en fait de nos épisodes. Ça c'est les récompenses selon ce qu'a fait notre joueur. Ça c'est l'epsilon. Ok, donc celui qui va déterminer si on va explorer ou exploiter, ça c'est pour réduire l'epsilon. Le learning rate, voilà, donc c'est le taux d'apprentissage. Donc c'est une valeur entre 0 et 1 qui indique en fait à quelle vitesse apprend notre Q-learning. Donc plus la valeur learning rate est élevée, plus il apprend rapidement. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée parce que ça peut converger sur des résultats qui sont pas intéressants. Et à l'inverse, si le learning rate est trop bas, il peut en fait, s'il vaut 0, il apprend jamais, quoi. Le gamma, c'est le discount factor, c'est en fait le facteur qui prend en compte la récompense, la récompense. Donc on est à l'instant T. Et le gamma en fait va dire quelle va être l'importance de la récompense à l'action T plus 1. De l'action T plus 1, vous voyez. Donc ça c'est quelle est l'importance en fait de l'action future. Donc si c'est 1, ça veut dire que l'action future est très très importante. Si ça vaut 0, ça veut dire que l'action suivante n'est pas importante, vous voyez. Donc là aussi il faut gérer là-dessus. Show false en fait c'est juste pour dire quand est-ce qu'on va animer en fait, parce que le truc c'est que si on anime, si on fait animer à chaque fois qu'il y a une action, étant donné qu'on va faire tourner beaucoup d'épisodes, ça risque d'être super long en fait. Ouais, donc il y a des moments c'est pas super intéressant, donc autant faire un rendu en fait visuel tous les X épisodes quand vous voyez le Q-learning a un peu plus après des choses. Voilà, donc du coup là on lance notre simulation donc d'épisodes. Donc un épisode c'est une simulation en fait, où la simulation en fait ça va nous dire c'est un certain nombre en fait d'actions qui va y avoir lieu, et généralement la fin d'un épisode se termine soit après un certain nombre d'actions maximum qu'on a terminé, soit ça se termine quand notre agent est dans un état merdique en fait, et il faut kill, du coup faut arrêter parce que il va pas pouvoir aller plus loin. Ok. Là ici ce qu'on va juste faire c'est en fait un certain nombre d'actions. On va dire ok tu fais 200 actions et ensuite t'arrêtes. Voilà. Donc c'est un épisode fini. Ouais, c'est un épisode fini parce que il a un certain nombre d'actions. On sait à l'avance combien il va y avoir d'actions. Ok, donc là du coup on instancie nos classes. Donc on va mettre une couleur comme j'ai dit. La color, donc du coup vous voyez moi j'ai mis en paramètre colors qui est un dictionnaire. La size, vous voyez, comme j'avais dit, c'est la taille. Le step, ici, donc c'est le pas. Donc vous voyez que ça va faire... on va avancer en fait d'un 15e de fenêtre. Donc si la fenêtre fait 150, on va avancer de 10, du coup, vous voyez. Et 15 c'était quoi, déjà? La length, la longueur, voilà, la taille. Ok.
Alors ensuite, du coup, là, on a initialisé une variable qui est Episodes Rewards. Donc en fait, ça va être les récompenses de 7 épisodes. Oui, les récompenses totales de cet épisode qu'on ajoutera ensuite dans notre liste Eps Rewards. Ok. Alors ensuite, du coup, tous les 20 épisodes, on affiche l'épisode et la moyenne en fait des récompenses qu'il y a eu sur les 20 derniers épisodes. Oui, donc ça c'est notre liste, et en fait ça c'est de moins 20, là en fait c'est un index, en fait c'est du slicing, donc c'est à dire qu'on va prendre les valeurs de moins 20, donc comment vous dire ça, parce que là c'est un peu imagé, c'est quoi, c'est que vous imaginez il y a je sais pas 30 valeurs, et on va partir en fait de la fin, et on va diminuer jusqu'à arriver à la moins 20e valeur, vous voyez, ou la 20e valeur mais en partant de la droite, et ensuite on va remonter jusqu'à la fin, on va prendre toutes les valeurs, vous voyez. Donc du coup voilà, on prend une vingtaine de valeurs quoi, et on dit show, donc c'est à dire que tous les épisodes on va afficher, on va faire le rendu visuel, ou sinon on met false, en fait on fait rien et on n'affiche pas le rendu. Ok. Donc du coup, si l'épisode est donc on prend l'épisode, en fait si on fait modulo 20, donc c'est-à-dire que si on a le reste de la division euclidienne qui vaut 0, et du coup on va rendre en fait l'épisode entièrement, donc les 200 actions de notre épisode on va les rendre. Ok, donc là ensuite on a rewards, donc reward 0, donc pour chaque épisode en fait, pour chaque action, chaque sous-partie on va dire d'un épisode, on va du coup initialiser à nouveau reward à 0 pour voir vraiment ce que chaque petite partie rapporte en reward. Donc là on a notre observation, donc l'observation de l'environnement, donc l'état auquel il est. On discrétise ça, donc on transforme en fait pour avoir des valeurs beaucoup plus catégoriques. Ensuite, comme j'ai dit, là on détermine si on va exploiter ou explorer notre qtable. Donc si np.random, en fait ça donne une valeur aléatoire entre 0 et 1. Donc si c'est supérieur à epsilon, du coup on va exploiter, on va prendre en fait du coup l'action en fait qui donne le plus de récompenses selon l'action auquel on est. Donc ça renvoie l'argument qui a la plus grande valeur. Oui, donc comme je vous avais montré tout à l'heure, donc si c'est le deuxième argument, du coup on sait que ça va être l'action 2 ou le choice 2, vous voyez. Donc voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et si c'est pas du coup plus grand qu'epsilon, si du coup c'est pas plus grand, du coup on explore, vous voyez. Donc si epsilon par exemple est très proche de 1, vous voyez qu'il y aura très peu de chances en fait que ce nombre-là soit plus grand qu'epsilon. Donc du coup on va surtout exploiter. Ok, donc du coup ça c'est bon, et donc du coup si on explore, attendez, juste je vais reprendre au cas où. Donc ouais, si on a un epsilon qui est très grand, vous voyez il y a peu de chances que du coup on exploite, vu que l'epsilon en fait est très proche de 1. En revanche, s'il est faible, s'il vaut par exemple 0,01, il y a beaucoup plus de chances en fait qu'on exploite. Et donc du coup, si np.random est plus petit qu'epsilon, du coup on va explorer. Donc on va prendre une action au hasard parmi les 4 actions qu'on a. Ouais, donc si vous personnalisez vos actions, faites bien attention à ici mettre du coup le nombre possible d'actions. Là, vous savez qu'on génère un integer entre 0 et 3 compris. Donc 0, 1, 2, 3, ce qui correspond du coup bien à mes 4 actions possibles. Pareil, ici, j'ai une liste qui contient 4 valeurs, donc qui reprend bien mes 4 actions. Si vous en avez 5, du coup, il faut changer ça. Voilà. Alors ensuite, on regarde du coup s'il y a une collision entre le joueur et l'ennemi. Donc c'est avec point collide. Donc c'est ce qu'on avait en fait ici, vous voyez. Donc c'est grâce à une méthode en fait qui est possible grâce à l'objet rect, donc grâce à la classe rect de Pygame. Donc du coup, ça permet de savoir s'il y a une collision entre les deux. Donc si leurs coordonnées se touchent. C'est pour ça qu'en fait cette fonction n'est pas super utile. J'ai mis info, c'est pour si vous voulez en fait des informations, mais ce sera pas super utile en réalité. C'est juste voilà à titre indicatif. Donc s'il y a une collision entre l'ennemi et le joueur, on met une reward, donc enemy penalty, comme j'ai dit penalty, moi ce sera des valeurs positives, donc du coup je pense bien à mettre un moins avant. Si en revanche c'est une collision avec l'ennemi, on met cette récompense là. Et sinon si rien, tout simplement on met le move penalty en fait, voilà. Du coup ensuite ce qu'on fait c'est qu'on prend la nouvelle observation. Donc comme j'ai dit, le Q-learning ça prend en compte en fait l'action future. Donc on fait d'abord la nouvelle observation après avoir fait quelque chose, vous voyez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup obtenir, on va discrétiser ça. On va récupérer à nouveau la plus grande valeur.
cette fois-ci, en fait, selon l'état auquel on est, et on obtient et on récupère aussi la valeur en fait qu'on a actuellement selon l'état et l'action qu'on a prise. Ok, du coup là ensuite on fait quelques petits changements. Et on utilise aussi du coup la formule du Q-learning pour changer en fait la nouvelle récompense en fait en prenant en fait en compte le futur. Vous voyez. Et du coup ça ensuite on met notre Qtable à jour pour dire voilà les changements qu'il y a eu. Ok, donc ça du coup c'est bon. Et ensuite, donc ça c'est très bien. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va voir ici if show. Donc là, c'est si on veut afficher. Vous voyez, il me manque juste un truc. J'ai l'impression. Ouais, il me manque juste un truc. Je vais le rajouter. C'est que du coup, il n'y a pas d'action là, si j'ai bien compris. Ou peut-être que c'est après, attendez. Ok, donc c'est juste ici. Donc on va penser à le mettre ici. J'ai juste oublié. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi ici enemy et food et les faire enemy.move. Vous voyez, vous pouvez utiliser la méthode .move. Si x n'a pas de valeur, y n'a pas de valeur, ça va juste les déplacer aléatoirement. Vous voyez, donc vous pouvez les mettre. Si vous avez envie, vous pouvez mettre ici, par exemple, enemy.move. Vous voyez, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. C'est pas obligé. Là, ça va rendre du coup un peu plus, ça va animer un peu plus du coup votre environnement. C'est comme vous voulez. Vous pouvez les mettre si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc du coup là au moins on est bon. On sait du coup que le joueur va jouer selon l'action qu'on lui donne, qu'on lui donne. Et du coup, hop, j'ai dû le supprimer. Je sais pas pourquoi hier j'ai dû le supprimer parce qu'il était un peu tard hier. J'ai pas dû faire attention quand j'ai vérifié mon code. Mais sinon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ok, donc ensuite, du coup, là, comme j'ai dit, si on a chaud, donc c'est-à-dire si on a un épisode, en fait, quand vous voyez, grâce à ça, en fait, voilà, épisode modulo 20, ça renvoie la date du vision avec les liens, voilà, donc, hop, on rend l'épisode. Donc, on affiche, donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va faire win.fill, donc en fait, c'est-à-dire qu'on va, comment dire, on va actualiser, on va clear up, on va nettoyer en fait notre fenêtre et on va dire ok, donc notre fenêtre, on efface tout ce qu'il y avait auparavant, et on va mettre un fond, vous voyez, qui va être un fond green, blue, qui va être un fond un peu vert, vous voyez, hop, et donc du coup ça va remplacer tout ce qu'il y avait auparavant. Ensuite là on pense à mettre ça, ce events.pygame, tout ça c'est pour dire en fait si on veut quitter la fenêtre, bah hop, on peut la quitter. Ensuite l'action, le joueur joue. Alors là je suis pas obligé du coup de le mettre vu que je l'ai mis avant, donc je vais l'enlever là. Ensuite ce qu'on fait c'est que du coup on met un time.sleep parce que comme ça au moins on va pouvoir voir en fait chaque action plutôt tranquillement, parce que sinon ça va aller super vite parce que y a aucun temps, donc en fait ça va aller super vite. La vitesse en fait va dépendre de la capacité de votre ordinateur à faire à exécuter le script. Donc moi étant donné que ça irait super vite, je mets un time.sleep, donc c'est à dire que dès qu'on arrive ici, hop, on arrête du coup, on freeze, on met un peu en stand-by notre code pendant 0,1 seconde et ensuite on repart, on fait les instructions. Donc là on affiche l'ennemi, le food et le player. Voilà. Du coup ça c'est bon. Du coup ça je pourrais le mettre, non je vais pas le mettre avant parce que je veux que quand on fait pas le rendu, ça aille le plus vite possible, ça fasse les calculs le plus rapidement possible. Et ensuite on met pygame.display pour update pour bien dire et la fenêtre. J'ai mis à jour des trucs, pense à mettre à jour du coup le rendu de la fenêtre, voilà. Et du coup vous pouvez voir que si en fait on mettait pas ceci, le win.fill, ça veut dire qu'en fait à chaque fois on afficherait un nouveau ennemi, un nouveau food et un nouveau player. Du coup on aurait plein de players, de food et d'ennemis, donc du coup ça poserait problème. Là au moins à chaque fois qu'on arrive on efface tout et on recommence, voilà. On refait un tableau vide, on refait une fenêtre vide. Ok, et donc du coup ensuite à la fin on ajoute les rewards à notre épisode, donc le reward de cette partie, vous voyez, d'épisode, de cette petite partie. Et si le reward en fait, ah oui, et du coup on peut en fait s'arrêter avant. Si le reward en fait est égal à food reward ou enemy penalty, ça veut dire qu'en fait on atteint vraiment l'état, un état critique on va dire, donc c'est-à-dire qu'il a rencontré
la bouffe ou qu'il a rencontré l'ennemi. Et donc là, on arrête parce qu'on est dans un état en fait qui ne, ça sert à rien d'aller plus loin en fait parce qu'il a atteint un truc qui est critique. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est juste voilà, c'est si ça arrive, ça peut arriver. Si ça spawn, parce que ça spawn aléatoirement. N'oubliez pas que ça spawn aléatoirement, donc il peut arriver, il y a une chance que l'ennemi et le joueur spawn au même endroit, ou la bouffe et le joueur spawn au même endroit. Donc là, au final, c'est pas super intéressant cet épisode. Ok, donc une fois qu'on a ça, du coup, on ajoute à episode rewards la valeur du coup de cette variable en fait, donc du coup de notre épisode. Donc là on est sorti de la boucle, hein. On a fini l'épisode, donc avant de recommencer un nouvel épisode, hop, on ajoute ça. On ajoute à notre épisode à notre liste en fait qui contient rewards et on diminue le epsilon. Là j'ai juste mis epsilon decay. J'aurais pu mettre l'autre aussi parce que j'en avais mis plusieurs, parce que j'avais testé plusieurs trucs en fait. Donc là vous pouvez en mettre un autre. Vous pouvez faire par exemple epsilon decay fois reduct par exemple si vous arrivez à un certain moment, parce que je sais pas. Après c'est à vous de tester. Vous testez les valeurs, donc du coup là ça réduit, comme on peut voir, on prend epsilon et on le multiplie par 0,9998, donc au début ça va pas trop diminuer de valeur, mais après ça va au fur et à mesure, après plusieurs milliers d'épisodes, ça va réduire drastiquement. Voilà. Et ensuite une fois qu'on a fini donc tous nos épisodes, donc là on sort à nouveau de cette première boucle, comme vous pouvez voir, et du coup on fait du coup la récompense. Enfin, on va du coup faire le moving average. Pourquoi j'ai mis moving average? Ah, ça c'est parce que je crois que quand j'ai regardé le tutoriel de Sandex. Au final, ouais, bon, ça va être du coup plutôt pour voir en fait combien, voilà, pour pouvoir faire du coup pour afficher ensuite les récompenses sur un certain nombre d'épisodes en fait, donc qui a été fait d'ailleurs du coup avec np.convolve, donc pour faire une représentation un peu différente. Ok, donc ça à la limite vous n'êtes pas super obligé de le faire parce que ça je l'ai fait rapidement, mais au final c'était peut-être pas forcément utile. Mais là du coup après vous affichez du coup les valeurs en fait qui ont les récompenses en fait qui ont été obtenues au fur et à mesure des épisodes. Donc là j'en ai mis pas mal des épisodes, j'en ai mis épisode je l'ai mis en paramètre pour le coup. Et j'en ai mis... où est-ce que je l'ai mis? Épisode... Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? C'est bizarre. Pourquoi ça fonctionne mon code ici? Qu'est-ce qui poserait problème là? Non, parce que je l'ai testé le code, donc il devrait pas y avoir de problème. Pourquoi épisode ça fonctionne? Ah oui, parce que j'importe tout. Donc du coup, en fait, il va m'importer l'épisode d'ici. Ouais, donc ça peut poser un peu problème. Quoique non. Non, ça pose pas problème. Parce que j'utilise l'épisode, ouais, ok. Donc l'épisode, je l'ai laissé là-bas. Donc l'épisode, j'en ai 30 000, ok. Donc ça, ce sera plutôt à mettre ici si vous voulez un peu plus organisé. Ok, donc là du coup on a notre fonction principale. Donc vous voyez, donc là tout d'abord on a le colors, donc qui va être les couleurs en fait pour nos différents personnages, la taille de notre fenêtre. Ensuite là du coup on a pour pouvoir faire la taille de pouvoir faire notre fenêtre d'une certaine taille, donc il faut mettre un tuple. Donc moi ce sera carré 600 par 600. Là du coup j'avais fait une fonction update win, mais au final c'est pas super utile parce que c'est surtout là en fait qu'on va update. Donc on peut directement le mettre directement. On peut le mettre ici, vous voyez le pygame.display.update. Il n'y a pas besoin de le mettre ailleurs. Donc ça aussi je vais l'enlever. Vous voyez, hop, je vais pas l'enlever, je vais le mettre ici. Comme ça là en commentaire. Et donc du coup on a notre fonction principale avec en paramètre win, donc notre fenêtre, la taille et la couleur. Donc run shoe, ensuite on fait du binning, donc là vous voyez sur 15, donc du coup je vais avoir en fait 15 bacs en gros, et je vais répertorier toutes nos valeurs dans 15 bacs en fait différents. Et ça va être trié automatiquement ça va choisir le bon bac en fait à chaque fois grâce à NumPy. En fait vous n'aurez pas à faire les calculs. On crée notre qtable. Donc là mine de rien, vous vous rendez compte qu'en fait on va avoir des bacs de 15, donc du coup vous pouvez voir que là ça va aller de moins 15 à 15, oui, parce que comme j'ai dit les valeurs c'est peut-être négatives là, donc faut prendre compte même dans les bacs, donc ça va aller de moins 15 à 15 ici, enfin de moins 14 à 14, moins 14 ici, donc vous pouvez voir que ça fait quand même pas mal de valeurs, ça fait quand même pas mal de valeurs, ouais, ça fait pas mal de valeurs, donc moi ça se crée en 2 secondes, hein, la qtable, donc ça va. Je vous conseille de faire un dictionnaire parce que ça prend moins de stockage par rapport aux listes. Les listes honnêtement ça demande beaucoup de mémoire, donc là au moins avec les dictionnaires ça va plus vite.
et ça permet de faire un truc qui est beaucoup plus trié. Launch, donc false, donc comme j'ai dit, en fait, ici on a déjà lancé en fait le Q-learning, on va pas le relancer une deuxième fois, parce qu'en fait j'ai mis une boucle run pour pouvoir en fait avoir la fenêtre qui s'ouvre en fait en permanence. Vous voyez, parce que sinon c'est un problème de pagame, en fait ça va être instantanément quitté. Vous voyez, donc faut plutôt du coup faire comme ceci. Au moins vous avez la fenêtre qui est directement lancée et elle ne quitte pas à moins que vous l'utilisiez. Et ça on l'avait déjà mis avant, on l'avait mis ici. Parce que sinon en fait ça risque de planter si vous la mettez parce que là vous voyez on appelle notre fonction, donc on a le while run ici, ok, mais ensuite une fois qu'on est là on appelle Q-learning, on ne va pas tout le temps parcourir en fait cette boucle, on va d'abord faire tout ce qu'il y a dans cette fonction, puis ensuite on va sortir de cette fonction, on va aller là et on va recommencer, vous voyez. Donc en fait ça sera surtout vers la fin quand on aura fini le Q-learning, ça évitera que la fenêtre crash, vous voyez, ou que la fenêtre crash aussi. Est-ce que la fenêtre peut si on n'avait pas le while run, est-ce que la fenêtre pourrait crash pendant qu'on exécute? Peut-être. Je suis pas sûr. Mais là, au moins, on est certain qu'en fait, la fenêtre va continuer à tourner, même quand il n'y aura rien qui sera changé à l'écran. Il n'y aura pas de problème et vous pourrez la fermer ici parce que il y aura cette condition. Et ok, on ne sera pas toujours à cette ligne de code, mais honnêtement, toutes les autres lignes de code sont super rapides à exécuter en fait. Donc honnêtement, vous, quand vous avez cliqué, il va peut-être falloir attendre 2 secondes pour, même pas, genre peut-être 0,1 seconde, 0,5 secondes pour vous rendre compte, pour que le programme se rende compte qu'en fait vous avez demandé de fermer. Voilà, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà. Et donc du coup, launch, bah ouais, on lance qu'une seule fois en fait le Q-learning, hein, comme ça moi on est tranquille. Et voilà, donc du coup, on a fini avec ce petit code, voilà, donc fait en moins d'1 heure, enfin commenté en moins d'1 heure. Donc n'hésitez pas du coup à le tester, à tout modifier par vous-même. Et du coup, bah voilà, vous pourrez du coup bien vous améliorer, bien le comprendre, bien modifier, ajouter de nouvelles features, modifier des trucs que j'ai mis et plein d'autres choses. Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre plus dynamique. Hein. Vous pouvez mettre par exemple, comme je l'ai dit ici, à chaque sous-partie, je sais plus comment on appelle ça d'un épisode, mais ouais, chaque action, vous voyez, donc dans cette boucle qui constitue un épisode en fait, donc chaque sous-partie d'un épisode vous pouvez du coup animer aussi, faire déplacer le food et l'ennemi, ça peut être marrant du coup à faire. Voilà, donc après c'est à vous de voir, c'est à vous de tester aussi les paramètres comme j'ai dit, la réduction de l'epsilon en fait, donc ça va du coup influencer la balance exploration-exploitation, qu'est-ce que vous avez d'autre, le learning rate, le gamma aussi, donc le discount factor, le nombre aussi de binning, parce que bah là vous voyez que j'y restreint quand même pas mal, je mets dans 15 paquets. Enfin non, en réalité j'en ai un peu plus parce que j'ai aussi les valeurs négatives, mais vous voyez qu'en gros du coup j'ai 30 paquets grosso modo, et si j'en mets plus, évidemment que du coup ça va permettre d'avoir plus de valeur, ça va être plus intéressant, mais après peut-être qu'à un moment il va y avoir trop d'informations, donc du coup ça va être un peu la merde. Bon après voilà, c'est à tester, à vous de voir. Voilà, donc du coup moi j'en ai terminé pour aujourd'hui avec ce petit projet, c'était bien sympa à faire. Si vous avez des projets à me suggérer, n'hésitez pas à me le dire, je les ferai. Si vous voulez que je revienne aussi sur des explications que vous n'avez pas compris, dites-le moi et j'en ferai des vidéos. Peut-être que je reprendrai en commentaire, mais le truc c'est que les commentaires en fait des fois c'est un peu comme les gens en cours, c'est-à-dire qu'en fait quand quelqu'un a une question, généralement il y a 10 autres personnes qui ont une question, qui se posent la même question, donc peut-être que ce sera mieux de faire une vidéo, et puis une vidéo, moi ça rapporte un peu plus d'argent. voilà le petit côté greedy révélé. Bon bref, non plus sérieusement, ouais, si vous avez des problèmes, dites-le moi et j'essaierai de trouver comment faire. Et après si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai du coaching aussi qui vous permet du coup de progresser beaucoup plus rapidement, parce que ça va être du one-to-one et je vais répondre à vos problèmes spécifiques et tout, et du coup voilà, les gens que j'ai coachés sont très satisfaits. Et du coup comme ça moi ils peuvent s'améliorer beaucoup plus rapidement, et peu importe votre niveau, hein, que vous ayez fait, il y en a que j'ai coaché, ils avaient fini leurs études d'ingénieur, il y en a d'autres qui étaient encore au collège ou au lycée, enfin il y a pas de souci là-dessus, on s'en fout du niveau. Le plus important en fait c'est de développer la stratégie pour aller le plus loin possible. Voilà, donc du coup je m'arrête ici pour de bon, portez-vous bien et à une prochaine, salut.